Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séance du cycle Agir en temps de crise, un cycle conçu en partenariat entre l'Institut d'études avancées de Paris et l'École pratique de hautes études PSL, un cycle qui entre dans sa 4e année avec un thème toujours autant d'actualité et malheureusement sans doute d'avenir. Ce cycle, cette année, étudie des actions concrètes en mettant en regard d'une part des expériences de la pratique de la décision avec de grands experts et d'autre part des universitaires qui vont nous donner un regard plus académique sur ce qui se passe. Nous abordons cette année la question des nouveaux médias, du low-tech, aujourd'hui la question des systèmes urbains, la prochaine fois celle de l'alimentation, et ça nous permet de regarder ces expériences d'action concrètes qui permettent d'agir en temps de crise et de peut-être trouver des solutions. Alors aujourd'hui, le thème de cette 3e rencontre de l'année, c'est l'évolution des systèmes urbains. Nous avons invité François Croquette et Stéphanie Vermersch, et ma collègue Séverine Mathieu, sociologue, directrice d'études à l'EPHE, qui coordonne ce cycle avec nous, va maintenant nous présenter les intervenants de cette séance. Stéphanie. Et merci à notre intervenante et notre intervenant du jour. Donc, Stéphanie Vermersch, vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous êtes sociologue, vous avez travaillé sur les questions de mobilité résidentielle et de mixité sociale. Vous êtes actuellement directrice adjointe scientifique à l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS. Et dans ce cadre, vous êtes responsable des unités spécialisées dans les sciences des territoires, qu'il s'agisse de la géographie, mais aussi des autres sciences humaines et sociales, à partir du moment où elles ont des thématiques qui sont orientées sur ces questions de territoire. Vous vous occupez également d'interdisciplinarité, et notamment en lien avec les enjeux environnementaux et climatiques. François Croquette, vous êtes diplomate, vous êtes engagé sur les sujets du développement, du climat, des droits humains. Vous avez été en poste à Kinshasa, à Moscou, à Montréal, à Londres. Vous avez été également directeur de l'Institut français de Londres entre 2014 et 2017. Vous avez été ambassadeur pour les droits de l'homme de 2017 à 2021. Et depuis 2017, vous êtes détaché à la ville de Paris, où vous avez créé et vous dirigez maintenant la direction de la transition écologique et du climat. Je vais à présent maintenant vous laisser la parole et je laisse Sadi vous poser quelques questions. Alors je vais déjà poser une première question à Stéphanie. Les transitions en cours ont des impacts qui sont sévères sur les systèmes urbains. Quels sont les principaux défis en cours et à venir? Donc, la question des défis auxquels vont être confrontés les systèmes urbains dans les années à venir, c'est une question qui est tout sauf anodine. Elle n'est pas anodine parce que d'ici à 2050, les projections nous disent que la population sera urbaine pour les 2 tiers d'entre elles, ou les 3/4 selon la façon dont on compte. Ça veut dire que les villes vont rassembler la majorité de la population. Donc effectivement, comprendre quels vont être les défis à relever présente un certain intérêt. Alors, c'est des défis qui vont concerner la majorité de la population, mais en plus, les villes présentent un certain nombre de caractéristiques qui font que, à cause de la façon dont elles sont construites, à cause du fait qu'elles sont très denses, qu'elles accueillent effectivement beaucoup de monde, à cause également du fait qu'elles supposent, vu tout ce monde qui cohabite, un certain nombre de mobilités, un certain nombre d'échanges entre elles et puis l'arrière-pays qu'elles desservent, elles sont exposées de ce fait-là à un ensemble de risques qui sont d'ordre différent, mais qui sont liés entre eux. Et c'est ce côté systémique qui est aussi important à prendre en compte et qu'il faut évoquer, parce que les différents risques, sur lesquels je vais revenir rapidement, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient sanitaires, sont liés entre eux, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que ceux qui sont les plus vulnérables sur un plan le sont aussi sur l'autre. Et les plus fragiles socialement sont aussi ceux qui sont, ce sont les précaires énergétiques, ce sont ceux qui sont aussi exposés aux risques climatiques de la façon la plus importante. Donc cet aspect systémique fait qu'effectivement il est important de connaître et de comprendre ces défis pour mieux y faire face. Alors, juste pour donner quelques exemples, en ce qui concerne le défi climatique par exemple, du fait même de la façon dont les villes sont construites, les villes elles sont bétonnées, les sols sont artificialisés puisqu'il faut construire, donc on a quelque chose dont on entend souvent parler, c'est les îlots de chaleur. Le rayonnement solaire, il est capturé dans la journée, donc il fait chaud, et puis il est
il s'extériorise, il ressort la nuit, ce qui fait qu'effectivement les températures ne baissent pas. Donc c'est ce dont on parle de plus en plus, les îlots de chaleur. Le fait que les sols effectivement soient artificialisés, l'eau n'arrive plus à s'écouler. Donc les villes, elles sont non seulement chaudes, mais en plus elles sont sujettes aux inondations, elles sont sujettes aux crues rapides. Donc il y a un certain nombre de défis climatiques qui vont effectivement être confrontés, qui vont amener les villes à être confrontées potentiellement à des crises. Ensuite, défis sociaux. Donc la population va être de plus en plus urbaine. Oui, la ville attire toujours autant. Il n'y a pas que les héros alsaciens à l'époque étaient attirés par la ville pour y faire fortune. C'est encore le cas aujourd'hui dans un certain sens. La ville, c'est un lieu dans lequel on a beaucoup d'équipements, on a beaucoup de services, on vient pour avoir accès à tout ça. On vient aussi parce que c'est un lieu d'émancipation important, un lieu d'émancipation sociale, d'émancipation culturelle. Donc on a de plus en plus de monde, effectivement, qui est attiré par la ville. Et donc on a des populations qui sont extrêmement différentes. Ces populations différentes, elles sont différentes en termes de revenus, elles vont attirer elles-mêmes des populations qui sont différentes. On a de fortes inégalités en ville. Alors, on pourrait accepter un certain degré d'inégalité. Le problème qu'on a dans les systèmes urbains, c'est que ces inégalités sociales, elles s'inscrivent dans les formes de la ville. Elles se transforment en inégalités spatiales, et c'est là qu'on a, dans ces formes de ségrégation socio-spatiale, on a des défis qui sont importants à relever. Alors, lié à ça, parmi justement les inégalités qu'on a, c'est les inégalités qui sont liées à là où on habite. Et du coup, effectivement, il y a des défis en termes de mobilité qui sont extrêmement importants. On l'a dit, on a beaucoup de monde qui veut se déplacer un peu dans tous les sens. Et on a des défis en termes d'infrastructure pour permettre à tous ces gens de se déplacer qui sont extrêmement importants. Et on voit qu'aujourd'hui, la plupart des grandes villes ont des problèmes de congestion, que ce soit par les transports individuels, on connaît même des embouteillages de vélos, ou par les transports en commun. Et la plupart du temps, les transports en commun ont du mal à suivre pour assurer ces mobilités. Et donc, pour finir, lié aux mobilités, donc congestion, problème de pollution, et puis problème sanitaire, on l'a vu avec la pandémie, en lien aussi avec la mobilité. Les gens circulent, et ils circulent aussi avec leur virus. Et donc, dans les cas de pandémie, et on sait aussi que dans les années à venir, on risque, en lien avec l'étalement urbain, on risque d'avoir de plus en plus de pandémies, eh bien, on a des risques sanitaires qui vont aussi se trouver accrus dans les années à venir. Donc, voilà un petit panorama de ce qui attend les populations urbaines. Merci beaucoup Stéphanie. Et précisément, François Croquette, quelles sont les actions qui sont mises en place par la ville de Paris pour relever tous ces défis nombreux que vient de soulever Stéphanie Vermage? Alors effectivement, on doit faire face à ces défis et de façon parfois simultanée. On est déjà dans ces crises systémiques en l'espace de quelques années. Une ville comme Paris a connu des attaques terroristes, a connu une crise sanitaire majeure, a connu les événements de l'été dernier, par exemple, en termes de canicule, et ce n'était pas la première, ça sera la dernière, on le sait, hélas, a connu également les effets d'une guerre sur le continent européen, autant de chocs qui ont des conséquences sur les systèmes urbains. Nous pensons, comme vient de le dire la précédente intervenante, on a une responsabilité. Effectivement, les villes sont aujourd'hui de plus en plus le lieu où se concentre la population humaine. Elles sont responsables déjà de plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Donc elles sont une partie du problème, c'est clair. Nous pensons qu'elles peuvent être aussi une partie de la solution. Et c'est un petit peu ça qu'on essaie d'anticiper, de travailler en tout cas dans cette approche systémique. J'aimais bien cette présentation qui montre que toutes ces crises sont liées. Pour nous, à la ville de Paris, et en particulier à la direction de la transition écologique et du climat, la crise climatique est peut-être celle qui fédère malheureusement toutes ces inquiétudes et ces défis auxquels nous devons répondre. Et donc on tente d'y répondre de façon globale, par une démarche de planification écologique. Avant même que le terme ait été consacré dans les organigrammes gouvernementaux, la ville de Paris avait mis en place un plan climat, qui est une façon d'essayer d'appréhender l'ensemble des défis qui se posent de façon très, très concrète en partant des accords de Paris sur le changement climatique. Donc des accords qui ont été conclus en 2015 à l'issue de la COP21 sous présidence française à Paris et qui prévoient une trajectoire pour parvenir à la neutralité carbone en 2050 et tenter sinon d'inverser, on sait que ça ne sera pas possible, mais en tout cas de ralentir la courbe
du réchauffement climatique. Ça, c'est un accord qui a été majeur, qui l'est toujours, qui reste la référence, mais ça n'est que ça, c'est un accord diplomatique. Ce que nous voulons faire avec le plan climat, c'est le traduire en objectifs concrets et en actions qui en découlent, pour pouvoir nous donner une chance d'atteindre cet objectif de neutralité carbone, ce net zéro qui est devenu le Graal de toutes les grandes villes et de tous les gouvernements, mais donc on ne sait pas très bien dans la pratique comment on va faire pour y parvenir. Et donc on a regardé secteur par secteur quels étaient les principaux secteurs d'émissions de gaz à effet de serre dans une ville très dense comme peut l'être Paris. Sans surprise, on trouve les principaux postes qu'on connaît, donc le logement, et notamment dans une ville également qui a été conçue sans tenir compte de cette préoccupation, un problème majeur de rénovation thermique. On trouve l'alimentation pour près de 20% des émissions, là aussi quelque chose qui n'a pas été appréhendé en tant que tel sous l'angle du réchauffement climatique. On trouve les transports, bien sûr, et on va y venir, et donc on trouve globalement aussi tous les systèmes d'énergie. Et c'est peut-être un des leviers sur lesquels on peut essayer d'agir pour faire en sorte que les objectifs que nous nous sommes fixés, qui sont encore une fois très ambitieux, restent à notre portée. Et c'est vraiment ça le défi des quelques années qui viennent. C'est-à-dire que si d'ici 2030, on n'est pas capable d'accélérer cette trajectoire déjà bien engagée de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un territoire comme Paris, et quand je dis Paris, évidemment, on ne s'arrête pas au périphérique, on considère l'ensemble de la métropole et de la région Île-de-France, il nous faut absolument être capable de franchir cette marche qui est assez haute. Depuis qu'on a créé ce plan climat, depuis 2004, on a donc une mesure qui est relativement précise. On sait qu'on a réussi quand même à baisser de 20% nos émissions de gaz à effet de serre. Et encore une fois, pour parvenir à la neutralité, c'est-à-dire à 100%, il va falloir accélérer très très rapidement. Et c'est donc par l'action sur l'ensemble de ces leviers, par cette action systémique, que nous pensons qu'on a encore une chance d'y parvenir. Donc en fait, on est reparti de ce qu'est le bilan carbone de la ville de Paris, du territoire de la ville de Paris. On ne parle pas évidemment de la seule administration qui ne représente qu'une partie de ces émissions. Ce bilan, c'est bon an, mal an, 21 millions de tonnes d'équivalent carbone qui sont émises chaque année sur le territoire. Les principaux postes d'émission, on les connaît, ce sont les suspects habituels, les bâtiments, toute la stratégie de rénovation thermique de la ville découle de ce constat. L'alimentation, on n'y pense pas assez souvent, mais le transport des aliments qui nourrissent la population de Paris est un des principaux secteurs d'émissions, pour plus de 20% du total, d'où toute l'action qu'on a engagée sur la mise en place de circuits courts en coopération avec les territoires autour de Paris et de sa région. Également, un gros secteur d'émissions bien connu, ce sont les transports. Et ça, c'est toute l'action que la ville a, depuis maintenant près de 20 ans, engagée pour limiter la place de la voiture dans Paris et développer évidemment des propositions alternatives, les transports en commun, et aussi, on en parlera peut-être tout à l'heure, évidemment, l'usage du vélo avec la multiplication des pistes cyclables. Autant d'actions qui s'inscrivent dans cette stratégie globale et qui n'ont de sens et surtout de chances de réussir que si elles sont combinées les unes aux autres. Merci beaucoup. Donc, on voit la difficulté de gérer un système aussi complexe que la ville. Alors, il n'y a pas seulement des tendances, il y a des crises. Hein. Et donc, quel est l'impact, Stéphanie Vermeersch, quel est l'impact des crises sur l'évolution de ces systèmes urbains ? Alors les crises peuvent avoir un rôle dans l'évolution, alors pas seulement des systèmes urbains, mais originellement la crise, elle comporte une phase de catastrophe et puis la résolution de la catastrophe. Crisis en grec, ça désignait le moment où la maladie dégénère ou bien s'améliore, et simultanément ça désignait le remède qu'on pouvait apporter à un moment donné à cette maladie. Donc il y avait un versant négatif et un versant positif. Et nous, on a en fait gardé uniquement le côté perte et le côté catastrophe. On a gommé ce qui était en fait après, ce qui était solution, ce qui était projection.
Et on pourrait se demander si aujourd'hui on n'aurait pas intérêt, effectivement, tout intérêt à revenir à cette crise un peu complète et complexe qui comporte à la fois l'avant, le pendant et puis l'après. Parce que dans le contexte qui est le nôtre, voilà, on a quand même une grosse interrogation sur le fait de savoir si on va arriver à éviter les crises ou pas, à éviter les catastrophes en tout cas, puisque pour l'instant, ce qui est choisi, y compris au sommet de l'État, c'est plutôt de ne pas brusquer, de ne pas forcer les choses, de faire de la pédagogie, de la sensibilisation, et on a un certain nombre d'experts qui nous disent quand même qu'on n'a pas tellement le temps en fait de ça. Concrètement, effectivement, les émissions ne baissent pas assez vite, et c'est vrai qu'on risque d'avoir quand même dans les années qui viennent un certain nombre de crises en lien avec les phénomènes climatiques, et qu'on pourrait revenir en lien avec ça, revenir à la notion de crise telle qu'elle peut comporter à la fois la catastrophe et sa solution. Ça permet d'envisager qu'on va peut-être avoir des catastrophes, mais que ces moments-là vont permettre aussi, ça va être comme des forçages sociaux, des forçages politiques, des forçages humains, qui vont faire qu'à un moment, on aura, effectivement, elles s'accompagneront de prises de conscience, elles vont être un petit peu comme des opportunités de changement. Donc permettre des prises de conscience qui vont faire que des comportements, des pratiques vont se mettre en place, contraints et forcés. On l'a vu un petit peu avec la pandémie, le développement du vélo. On l'a vu avec la crise énergétique qui fait que une partie de la population a modifié des horaires de grosse consommation, a baissé sa consommation. Donc à des moments où contraints et forcés on fait des choses. Alors ce qui est important par rapport à ces phénomènes de crise, et là où en fait la crise peut déboucher sur quelque chose, c'est si on a balisé le terrain avant. C'est-à-dire que si les pratiques qui vont être adoptées à ce moment-là peuvent s'inscrire durablement dans le temps, parce qu'on aura effectivement des infrastructures qui assez rapidement pourront prendre le relais. Les gens ont pris le vélo pendant la pandémie et dans la suite de la pandémie. Effectivement, ils ont pu continuer parce qu'on avait un ensemble de pistes cyclables qui a aussi permis que cette pratique puisse s'inscrire dans la durée. Donc effectivement, ça suppose, notamment de la part du politique, une anticipation, certainement, une anticipation de ces moments de crise, une projection pour savoir comment on pourra accompagner en fait, les changements de comportement et de mode de vie qui potentiellement pourront avoir lieu à cette occasion-là. Merci beaucoup Stéphanie, et précisément anticipation, accompagnement. Comment, François Croquette, compose-t-on entre l'urgence, le temps long, mais aussi les contraintes administratives et politiques? C'est toute la difficulté et c'est l'importance de ces outils de planification, d'anticipation dont on a parlé à propos, par exemple, du plan climat de la ville de Paris, c'est d'avoir cette boussole qui nous permet, même en cas de tempête, de garder le cap, voire d'accélérer, parce que je rejoins tout à fait ce que dit Stéphanie sur le fait que les crises sont évidemment des chocs auxquels nous sommes confrontés, mais aussi des opportunités qui nous permettent parfois d'accélérer là où on ne pensait pas que ça serait possible et de réaliser un certain nombre d'actions. On a parlé de l'exemple des pistes cyclables. Je crois que c'est un bon exemple. On a, à la faveur, si on peut dire, à propos d'une telle tragédie de la crise du Covid, accéléré la mise en place de pistes cyclables, ce qui est toujours une opération compliquée. Ça suppose des accords de différentes autorités, de la préfecture de police pour l'État, ça suppose des solutions alternatives, ça se travaille dans le temps, dans l'urgence, et parce qu'il était devenu, dans un premier temps, impossible de prendre les transports en commun, puisque dans un second temps, et on peut le comprendre, la population avait encore des réticences à les utiliser, pour ne pas provoquer un retour massif à la voiture, et donc un retour en arrière qui aurait été absolument dévastateur. On a mis en place des pistes cyclables qui n'étaient pas prévues dans l'urgence. On a parlé d'urbanisme tactique à propos de ces pistes dites coronapistes qui ont été inaugurées dans l'urgence et qui depuis sont restées. Et c'est un petit peu l'idée de cranter à la faveur de ces crises des actions qu'on pensait mettre beaucoup plus de temps à réaliser. Le résultat, on l'a vu pendant la crise du Covid, c'est que l'utilisation de la bicyclette pendant la pandémie a augmenté de 60%, c'était énorme. L'offre
a également été augmentée. Il y a eu 60 km de pistes cyclables en plus grâce, si l'on peut dire, à la pandémie. Ces pistes sont restées, elles ont été pérennisées et elles nous permettent aujourd'hui d'aller plus loin dans la mise en œuvre des actions que nous avions envisagées. Et on pourrait trouver d'autres exemples dans cette actualité récente de la pandémie. Le télétravail, qui était aussi une piste pour limiter les déplacements, notamment du domicile vers le bureau. On avait des objectifs compensés ambitieux. On s'était dit 2000 postes de télétravail, ça serait bien. À la faveur du Covid, on est passé à 12 000 en l'espace de quelques semaines. Et là également, il n'y a pas de retour en arrière. Ce sont des gains qu'on va pouvoir faire fructifier dans la durée. Tu avais d'autres exemples dont tu nous avais parlé, les piscines par exemple? Alors les piscines, c'est un autre exemple, mais aussi d'une crise, la crise énergétique, donc la guerre en Ukraine et ce qu'elle a déclenché comme tension sur le marché de l'énergie et qui frappe évidemment directement une ville comme Paris. On a été obligé du coup de regarder quels étaient les plus gros postes de consommation pour chercher des marges de manœuvre et affronter le risque d'une pénurie, ou en tout cas de coupure d'énergie. Et sans surprise, mais de façon beaucoup plus nette que ce qu'on l'imaginait, ce sont les piscines qui sont apparues dans le top 5 des plus gros consommateurs sur le territoire de la ville. Ce sont 5 piscines qui sont en tête. On ne va évidemment pas fermer les piscines. C'est un élément important, en particulier en période de réchauffement climatique et avec des canicules qui se multiplient l'été, de la politique d'adaptation. On a simplement décidé collectivement de baisser la température, et ce n'était pas une mesure facile à faire passer. Et on reçoit encore des messages de Parisiens nous disant « mais il fait trop froid dans la piscine ». On pense que ça reste gérable d'une part, et d'autre part, c'est un levier important qui nous a permis, avec d'autres secteurs évidemment, celui-là était peut-être le plus significatif, mais d'obtenir en l'espace de quelques mois, et comme on le disait à l'instant, une baisse de 8% de la consommation d'énergie sur un territoire comme Paris, alors qu'on nous disait ça va prendre énormément de temps, on n'est pas sûr de pouvoir arriver à 5% peut-être en un an. En l'espace de 3-4 mois, on a déjà gagné 8%. Il reste évidemment à conserver cet acquis, à ne pas revenir en arrière et retrouver de mauvaises habitudes en matière de consommation énergétique. Mais je crois que la capacité d'adaptation d'une ville, et Paris l'a montré, c'est aussi ça. Et de ce point de vue-là, on peut être relativement confiant dans notre capacité à prévoir, je ne sais pas, mais en tout cas à nous adapter aux prochaines crises. Et c'est ce qu'on fait actuellement en travaillant, par exemple, sur le scénario qui n'est plus totalement de la science-fiction de Paris à 50 degrés. Les climatologues nous disent aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années ça n'était pas le cas, des pics de chaleur à sinon 50, du moins 40-45 degrés à Paris en été, c'est désormais dans le domaine du possible. Donc il nous appartient, et c'est vraiment l'obligation, je crois, de la puissance publique, que ce soit de l'État ou des collectivités et des villes, d'anticiper, d'imaginer des parades à ce qui serait une ville totalement insupportable dans des vagues de chaleur de cette ampleur-là. On a connu l'été dernier plusieurs pics caniculaires qui n'ont pas été très longs, heureusement. Mais ils nous ont paru longs sur le coup, mais ça n'a jamais duré plus de 3-4 jours. On sait qu'on peut affronter des pics beaucoup plus longs. De ce point de vue-là, l'été 2022 était un petit peu, je crains, un avant-goût de ce qui nous attend. On pense que ça sera la situation courante en 2030, c'est-à-dire demain, et qu'on va vers des épisodes encore plus marqués. Et donc c'est vraiment ce sur quoi on travaille pour essayer de trouver les solutions et les parades à cette nouvelle crise, en attendant les autres qu'on ne connaît pas encore. Merci. Vous évoquiez tout à l'heure, Stéphanie, la question de la ségrégation spatiale, la question de la ségrégation sociale, et précisément comment on peut envisager un plan climat pour Paris sans le penser à l'échelle des banlieues, et en fait plus largement, comment pense-t-on l'articulation entre centre et périphérie sur ces enjeux de ville durable?
La question des relations entre qu'il y a un centre et une périphérie, en soi, c'est normal et ce n'est pas forcément problématique. Là où on commence à avoir un problème, c'est si la localisation dans le centre ou dans la périphérie correspond à une différence d'accès à des biens. On a dit qu'effectivement, les gens venaient en ville pour avoir accès à tout un tas d'équipements et de services. Le problème, c'est quand la localisation en centre et en périphérie correspond à un accès différencié à ces biens et à ces services. Et donc ça, c'est le premier problème. Et le second problème, c'est si on a une forme d'assignation à résidence, c'est-à-dire si on est assigné, et en l'occurrence si on est assigné à la périphérie, et si on n'a pas la possibilité effectivement de sortir de cette assignation. Et c'est là qu'effectivement on commence à avoir un problème, et ça c'est lié à la question, on a commencé en disant que les choses étaient systémiques, et en termes d'inégalité, on est face à des inégalités systémiques et qui sont très structurées par cette relation déséquilibrée en fait entre le centre et la périphérie, où on pourrait, en termes d'inégalité, admettre qu'on ait des inégalités de revenus. Le problème qu'on a, c'est quand les inégalités de revenus se doublent d'autres inégalités qui vont être des inégalités géographiques, c'est-à-dire que non seulement on a moins de revenus, mais en plus on habite à un endroit où on peut aussi moins bouger, où on a accès à moins de services, où on a accès à moins d'équipements de santé, où on est, enfin voilà, c'est donc ce côté, encore une fois, ce côté systémique, il est compliqué. Alors comment on peut faire? La question se pose en fait dès qu'on veut s'attaquer à un de ces pôles, on se trouve confronté au fait qu'en découle tout un tas d'autres conséquences. Il faut en fait essayer de les attaquer de front. C'est ce qui se fait par exemple avec le travail sur la carte scolaire. On voit à Paris, mais aussi à Toulouse, on a eu des résultats récents qui montrent que quand on en revient un petit peu à la notion de forçage, mais effectivement, quand on travaille sur la carte scolaire, on arrive à enlever cette assignation à résidence qui fait que là où on habite, de là où on habite ne découle pas forcément tout un tas de là où on travaille et puis là où on ne travaille pas, ou là où on va à l'école et les choses auxquelles on a accès, mais qu'on arrive à déverrouiller en fait. Et il faut arriver, effectivement, et c'est là une des complexités de l'action du politique, c'est qu'il faut arriver à déverrouiller les différents points pour que la localisation géographique, le fait d'habiter dans le centre ou le fait d'habiter en périphérie, n'impacte pas trop l'accès à d'autres, effectivement, à des services, encore une fois, à des équipements, et donc faire en sorte, mais voilà, encore une fois, c'est toute la difficulté, c'est certainement par des actions volontaristes, extrêmement volontariste, et notamment de la part du politique. Si on laisse faire les choses, on a peu de chances, effectivement, d'arriver en tout cas à s'attaquer, en ce qui concerne l'environnement, l'écologie, les phénomènes climatiques, on a peu de chances d'arriver à lutter contre quoi que ce soit. En ce qui concerne, on le voit aussi, on a certainement des leviers en termes de précarité énergétique, où là aussi, c'est aux politiques de voir comment, d'avoir en fait. Je pense qu'un des éléments clés, c'est vraiment d'avoir en tête ces inégalités, de les connaître, parce que c'est pas effectivement c'est pas en les méconnaissant qu'on arrive à démonter une chaîne. Comme c'est vraiment une chaîne et que c'est relativement systémique, il faut vraiment avoir en tête le système et la façon dont il s'organise pour savoir à quel maillon s'attaquer et de savoir qu'effectivement il faut s'attaquer, en tout cas de façon volontariste, à une partie des maillons pour qu'on trouve des solutions en fait. Ce que je trouve fascinant dans ce que vous dites, c'est la comparaison entre la taille des effets de changement obtenus lors des crises et la difficulté qu'on a à faire changer les comportements en situation hors de crise. Et Kurt Lewin, qui était un des premiers théoriciens du changement, disait qu'il faut commencer par décongeler, unfreeze la situation, parce que sinon un état d'équilibre est toujours le résultat de forces contradictoires, et donc si on arrive à bouger dans un sens, ça revient. Mais ce que vous nous montrez aussi, c'est que dans un problème systémique, il n'y a qu'une action politique volontariste qui peut être capable de faire changer de manière durable l'équilibre du système, mais que ça, et c'est ce que vous avez très bien montré, ça ne peut se produire que si, au moment de la crise, on a déjà préparé les choses, parce que dans le temps de la crise, on n'a pas le temps de penser. Donc, soit on a un plan B, le plan de changement, et à ce moment-là, il peut y avoir une action politique permise par la décongélation de la crise, qu'on ne pourrait pas faire en temps normal parce que tout le monde s'oppose au changement, et donc il faut de la préparation. Et tu parlais, François, de Paris à 50 degrés. Il se trouve que Alexandre Florentin, qui est je crois le responsable de cette mission-là, est venu parler justement la semaine dernière avec nos chercheurs de ça, et le rôle de la recherche, c'est probablement justement d'aider les politiques à prévoir ce que pourrait être le changement à mettre en place
et un changement qui soit viable au moment où la crise permet de faire quelque chose. Et il y a la théorie du Big One d'Amalberti et Hawke qui explique que pour les changements systémiques de ce type-là, parce que tout le monde a des intérêts investis, personne n'a intérêt au changement à court terme, c'est seulement dans les moments où il y a un scandale qui permet aux politiques d'agir que s'il y a une solution alternative, le changement peut se faire. Et du coup, ce que vous nous dites là, c'est que finalement, le bon aspect de la crise, c'est que chaque fois, on peut gagner un cran à condition d'avoir préparé. Est-ce que je comprends bien ou c'est ça? Oui, non, moi, je pense que c'est tout à fait ça. Hein. Pendant que tu parlais, j'essayais de penser, je pensais à l'exemple, je sais pas, on parlait de Paris à 50 degrés. On peut imaginer certainement des choses à prévoir en termes d'isolation des bâtiments. On pourrait imaginer qu'il y a une canicule et qu'on ait effectivement un certain nombre... Alors, le problème de la crise, quand même, parce que là, on en parle dans des termes un peu vertueux, mais c'est qu'en général, on en passe par un certain nombre de pertes et un certain nombre de morts. Donc, on peut quand même regretter le fait de devoir en passer par là, mais on peut imaginer qu'à un moment, le problème de l'isolation des bâtiments apparaisse de façon extrêmement cruciale, et c'est certainement parce qu'en amont aura été pensée la façon dont on peut mettre en place assez rapidement, je ne sais pas si c'est des formes de crédit, des formes de... Voilà, il y a tout un tas de choses à imaginer au point de vue en termes financiers, en termes effectivement d'accès à des solutions, en termes pratiques, comment est-ce qu'on isole, comment est-ce qu'on fait rapidement. C'est à ce moment-là qu'il y a certainement des ménages qui, pour l'instant, se disent « bon, c'est pas très grave, hein, j'ai froid, j'ai chaud, mais c'est plus ou moins bon », et qui font pas, ou bien qui ne font pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire, et à un moment, à la fois le politique va se retrouver acculé à faire en sorte que ceux qui n'ont pas les moyens puissent faire quand même, alors que sinon on peut se ménager une petite marge de manœuvre où on ne fait pas forcément, et puis où ceux qui ont les moyens, les ménages, mais qui ne le font pas, vont le faire parce qu'il y aura eu effectivement une crise où on aura vu que oui, la grand-mère qui dort pas loin, si on n'isole pas, voilà, il y a une canicule. Voilà. Donc effectivement, mais ça suppose cette part d'anticipation. Alors on peut le regretter, mais apparemment la nature humaine est ainsi faite parce ça se passe comme ça un petit peu partout. Et François, donc, il y a des plans pour préparer ces choses-là, des actions, dire coup de poing au moment de la crise? Par définition, comme le dit Stéphanie, on ne sait pas ce que sera la prochaine crise. On a eu malheureusement un cocktail assez violent quand même depuis quelques années. Il y en a d'autres qui sont possibles et on y réfléchit sans non plus faire peur. C'est pas du tout l'objet, mais pour justement être en capacité d'agir. Et ça suppose, je reviens tout à fait sur ce que disait à l'instant Stéphanie, une connaissance qui est importante des secteurs de fragilité, notamment, et parce que c'est essentiel en termes effectivement d'attention aux populations les plus défavorisées. On sait que la crise climatique, dont je continue à penser qu'elle est peut-être la plus systémique de ces crises systémiques, c'est-à-dire celle qui de toute façon peut englober l'ensemble des dimensions ou presque, frappe de façon beaucoup plus nette les populations les plus fragiles. On le voit à Paris même, on le voit évidemment à l'échelle de la région avec la situation dans les banlieues, mais dans Paris intramuros, il y a certains quartiers dont on sait qu'ils sont beaucoup plus vulnérables parce qu'ils sont encore plus denses que le reste de la ville, qui est déjà très dense, parce que les îlots de chaleur urbains y sont encore plus nombreux, parce que les espaces verts y sont plus éloignés. Autant de facteurs qui rendent ces populations plus vulnérables. Et donc le plan climat que nous sommes en train de réviser, justement, essaie de prendre en compte cette dimension de vulnérabilité, de catégories sociales peut-être plus exposées que d'autres, de quartiers plus exposés que d'autres. Mais ce qui est difficile, c'est qu'il faut les connaître et les connaître dans le détail du tissu urbain. Il faut aller il faut vraiment rentrer dans la maille pour pouvoir agir de façon concrète. On essaie de le faire, par exemple, sur les sujets qui ont été évoqués de précarité énergétique. Avec la crise d'énergie, un certain nombre de ménages se sont trouvés encore plus acculés et dans certains cas, dans l'impossibilité d'assumer leur facture d'énergie. Ce que nous essayons de faire, c'est d'aller à la rencontre de ces ménages, de leur proposer des solutions qui peuvent être parfois des solutions relativement simples, d'utiliser moins certains appareils, d'avoir des meilleures isolations, des petits travaux que la ville peut aider
en les prenant en charge. Mais encore une fois, pour ça, il faut qu'on connaisse presque foyer par foyer la situation. Et ça, c'est un travail de terrain. Ce sont des travailleurs sociaux qui nous signalent les difficultés de telle ou telle personne, souvent des personnes isolées, et souvent des mères seules avec leurs enfants, pour qu'on puisse aller les voir. Et ça, c'est pas facile. Personne n'a envie de dire écoutez, j'ai un problème, j'arrive pas à payer mes factures spontanément, surtout quand c'est la ville, l'administration qui vient frapper à la porte. Et donc faire cette démarche d'aller vers, ça suppose un volontarisme, une planification, une volonté d'agir dans le temps, et ça suppose aussi des outils qu'on n'a pas toujours. On est en train de s'en doter sur la précarité énergétique, mais je pense aux questions de santé, santé environnementale également, puisque la pollution atmosphérique, notamment dans ces zones périphériques de Paris, aux alentours justement du boulevard périphérique, est un facteur majeur de risque sanitaire qu'on a du mal à mesurer. On sait que certaines populations sont plus vulnérables que d'autres. On sait aussi que parfois l'origine, qui est un mot qu'on n'aime pas utiliser dans le système français, va être un facteur important, que certaines populations d'origine africaine dans certains quartiers ont des espérances de vie, mais dramatiquement inférieures à celles de la moyenne. Et ce n'est pas propre à Paris. J'ai été, vous l'avez dit, à Londres en poste également. Je me rappelle avoir travaillé avec Médecins sans frontières qui avait une antenne à Londres, qui avait fait un travail sur les quartiers de l'Est de Londres, souvent les quartiers Est, comme à Paris également, peut-être les plus défavorisés, ceux aussi où il y a le plus de potentiel. Ils avaient fait une étude sur le long de la ligne de métro qui traverse Londres de part à part, d'ouest en est, la Central Line, et ils avaient calculé que l'espérance de vie diminuait d'1 an par station en fur et à mesure qu'on allait vers l'est. Je ne sais pas ce que ça donnerait à Paris, mais je crains qu'on obtienne des résultats qui seraient probablement de ce type-là. On a besoin de connaître ces chiffres-là, aussi dérangeants soient-ils, aussi inquiétants soient-ils également pour les responsables politiques, si on veut être capable d'agir de façon systémique et sur le long terme. Et ça, c'est les actions descendantes de la ville. Mais vu l'échelle des problèmes, si les citoyens ne font pas leur travail aussi pour contribuer, on ne s'en sortira pas. Comment ça se passe? Il y a des initiatives bottom-up qui marchent. Est-ce qu'il y a les volontaires de Paris, par exemple? Est-ce qu'on voit dans différentes villes des citoyens qui s'organisent et pas seulement qui attendent que la municipalité ou la collectivité locale règle les questions ou l'État? Je crois qu'on le voit de plus en plus, mais je laisserai peut-être Stéphanie le dire avec son regard d'experte. Il y a pour nous des mobilisations de quartiers qui se sont faites notamment, par exemple, à la faveur à nouveau de la crise du coronavirus. On a vu s'organiser des immeubles, puis des quartiers dans une démarche de quartier résilient, d'entraide, de voisinage tout simplement au début, et puis après, de façon peut-être plus systémique, d'essayer de regarder quelles étaient les possibilités en matière de circuits courts alimentaires, d'organisation tout simplement des déplacements dans un quartier, de proposer, et on reçoit en ce sens des suggestions, des solutions qui soient adaptées. Et c'est là aussi ce qu'on essaie de faire dans cette révision du plan climat, c'est-à-dire d'aller demander arrondissement par arrondissement, mais aussi quartier par quartier, quelles seraient les meilleures solutions qui seraient adaptées. Et on voit revenir des suggestions auxquelles on n'avait pas toujours pensé. On voit également des jeunes se mobiliser. Ça a été le cas dans les manifestations du vendredi, mais c'est le cas aussi dans des lieux comme l'Académie du climat qui a été ouverte par la ville, justement pour promouvoir des solutions concrètes, parfois très localisées, mais qui peuvent peut-être faire tache d'huile. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Là, ça ouvre la question qui est celle je dirais, que j'appellerais petit geste ou grande politique. C'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que, et c'est une question que se posent beaucoup de citoyens aujourd'hui, qui des fois ne font pas un certain nombre de gestes parce qu'ils disent, bon, de toute façon, tant qu'on n'aura pas des changements un petit peu importants, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, est-ce qu'on agit au niveau local? Est-ce que chacun essaye de faire quelque chose dans son coin? Ou bien est-ce qu'il faut privilégier? Alors, il faut certainement des deux. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'arrivera pas tellement à
avoir des changements suffisants, de suffisamment de grande ampleur, si on n'a pas à un moment le politique qui prend le relais. C'est-à-dire qu'on aura beau essayer d'inciter tel agriculteur à pu mettre de pesticides, si derrière on ne s'est pas relayé par la Chambre d'agriculture, si derrière il n'y a pas des directives européennes qui font en sorte que ce soit possible, ça ne servira pas à grand-chose. Donc on a, et c'est bien, il y a des prises de conscience et il y a effectivement des citoyens qui s'organisent. Alors il faut faire attention, encore une fois, c'est là où ce côté cumul ou systémique il est compliqué, c'est que c'est un petit peu toujours le même type de citoyens qui s'organisent. Et que ceux qui s'organisent, si on parle en termes d'alimentation par exemple, ceux qui s'organisent pour bénéficier de circuits courts, d'alimentation bio, c'est aussi ceux qui auraient de toute façon les moyens de s'en payer au supermarché du coin, et ceux qui n'y ont pas accès. Voilà. Donc on est toujours un peu dans la mobilisation citoyenne. La mobilisation citoyenne, elle est elle aussi très socialement très typée. Donc là aussi, si on ne passe que par la mobilisation citoyenne, on laisse sur le bord du chemin beaucoup de gens qui ne vont pas bénéficier de ça. Donc là, le politique, je pense, est là aussi pour essayer de rétablir ça. Et il faut qu'on arrive à avoir à la fois du relais pour ces initiatives, tout en ayant en tête qu'effectivement, il faut faire en sorte qu'elles puissent prendre plus d'ampleur. Il faut, et là, ce qu'il y a, c'est que ça nécessite d'agir. Si on parle de l'alimentation, effectivement, comment lutter quand on le voit à Paris, on le voit dans les périphéries, hein, comment lutter quand on a effectivement un petit magasin bio qui va proposer des circuits courts avec une alimentation donc, qui est vertueuse à un certain nombre d'égards, mais qu'il y a le centre commercial à côté où effectivement, avec une grande enseigne, où l'alimentation va être beaucoup moins chère. Donc voilà, comment est-ce qu'on agit là-dessus? Et là, effectivement, sans une réglementation, sans une action, mais qui va certainement, je ne connais pas bien tous les circuits, mais qui va certainement jusqu'à l'Europe, voilà, c'est là que c'est complexe. C'est là que c'est très complexe. Une question pour M. Croquette. J'aimerais savoir dans quelle mesure la préparation des JO 2024 est venue bouleverser, impacter votre plan d'action pour un Paris durable. Alors c'est une bonne question parce que pour nous, les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ça n'est pas une crise, mais c'est un choc, parce que ça va être un événement majeur de dimension planétaire, des millions de spectateurs qui vont venir à Paris pendant une période très concentrée dans le temps. Donc on est quand même avec les ingrédients d'une crise potentielle. Je parlais tout à l'heure de nos exercices d'anticipation Paris à 50 degrés. Il ne faudrait pas qu'il y ait un pic de chaleur à plus de 40 degrés lorsque tous ces touristes seront spectateurs, athlètes, seront dehors à Paris et risqueraient d'être victimes de ce type de crise. On espère évidemment conjurer ce scénario, mais de façon peut-être plus positive, non pas en réaction mais en anticipation, on espère pouvoir utiliser les Jeux Olympiques comme un levier, comme un accélérateur de notre politique pour s'adapter au changement climatique. Je pense à tout ce qui se fait autour de la Seine, qui sera un des lieux des Jeux Olympiques, ne serait-ce qu'à travers la cérémonie d'ouverture et puis à travers certaines épreuves de triathlon qui se dérouleront dans la Seine, plutôt que d'en avoir qu'un événement ponctuel, certes en mondiovision, mais qui n'aurait lieu qu'une fois. Nous, on veut s'inscrire dans la durée et faire en sorte que tous les efforts qu'on est en train de faire à marche forcée pour que la Seine soit baignable en 2024, donc dans à peine plus d'un an, qu'elle le reste les étés suivants et qu'il soit possible pour des Parisiens, des Parisiennes, des touristes de se baigner à certaines conditions évidemment, dans la Seine de façon durable après les Jeux Olympiques, dont ça serait un très bel héritage. L'autre exemple, et on revient au sujet de l'imitation entre le centre et la périphérie, c'est peut-être celui justement du périphérique. Pour les besoins de l'organisation des Jeux Olympiques, et ça fait vraiment partie du contrat passé avec le CIO, c'était une contrainte finalement, on va devoir limiter la circulation sur l'une des lignes du périphérique à des véhicules de l'organisation des Jeux, des véhicules pour le transport des athlètes, des journalistes, des officiels, et donc faire en sorte que ça se passe de façon la plus fluide possible pour ces personnes qui sont indispensables au bon déroulement des Jeux. Notre idée, c'est de voir si on ne peut pas conserver cette bonne pratique en ayant
après les Jeux Olympiques, une voie qui serait réservée aux véhicules d'urgence, bien sûr, au transport en commun, mais aussi au covoiturage, et ainsi encourager des phénomènes dont on sait qu'ils ont énormément de mal à se réaliser. Politiquement, l'un des dossiers les plus difficiles et les plus brûlants pour les dirigeants actuellement, c'est celui de la ZFE, donc la zone à faible émission, qui devrait nous inciter à interdire l'accès de l'agglomération parisienne à un certain nombre de véhicules considérés comme trop polluants. Et on sait que socialement, on revient dans cette dualité entre le climat et les inégalités sociales, cette interdiction frapperait les personnes les plus vulnérables, celles dont les revenus sont les moins importants. Donc, tout le défi pour nous, c'est de trouver des moyens d'accompagner ce qui est une évolution, à notre sens, absolument indispensable. L'interdiction du diesel en 2024 à Paris, c'est une mesure forte pour nous. Si on n'est pas capable de la mettre en œuvre, ça serait un échec. On pense que, à la faveur des Jeux Olympiques, on pourra montrer qu'il est possible de faire autrement et peut-être dissiper certaines peurs, on espère en tout cas, liées à ces mesures qui sont contraignantes mais qui sont indispensables. Une autre question du public? Et je me demandais un peu avec le sujet des Jeux Olympiques, il y a des crises locales et des crises qui sont plutôt globales. Et Paris a quand même un statut spécial au monde et pour sa visibilité et tout ça. Donc, je me demandais quel est le rôle de Paris comme système urbain placé dans un endroit précis et pour s'adapter aux crises globales et avec les autres systèmes urbains. Paris comme exemple, en fait, c'est ça. L'idée que Paris a un rôle particulier. La surprise globale, est-ce qu'il y a un rôle à jouer? Je ne sais pas si je peux répondre à cette question. Je sais pas Ce qu'on peut peut-être dire, mais Stéphanie pourra peut-être compléter. Oui, il faut que je réfléchisse un petit peu là. Si ça appelle des réactions. C'est qu'effectivement, on est dans une logique de système urbain. Paris est une métropole importante à l'échelle européenne, mais effectivement, il y en a beaucoup d'autres. Et il y a un dialogue très important entre les grandes villes du Nord et du Sud, qui sont encore plus directement concernés par ces facteurs, ou peut-être qu'ils sont avant nous et qui commencent à affronter des crises que nous aurons sans doute à connaître d'ici quelques années. Il y a donc un dialogue entre ces villes dans toute une série de réseaux de villes. Les plus connus sont le C40 pour les grandes villes qui se sont organisées en réseau pour pouvoir peser sur des négociations comme, par exemple, les COP sur le climat. Nous, on trouve, en tout cas à Paris, qu'on ne pèse pas assez, qu'on n'entend pas assez la voix des villes dans ce qui est le cadre aujourd'hui fixé par les Nations Unies pour que le monde entier s'attaque à la question des dérèglements climatiques. C'est un cadre onusien, ce sont les États qui parlent. Les villes n'y ont pas tout à fait ou pas assez, à notre avis, leur place. Et c'est vraiment un plaidoyer qu'on essaie de porter fortement, parce que, pour revenir à ce qu'on disait au début, on est persuadé que les villes sont au moins une partie de la solution. Et donc ces réseaux-là, ils peuvent être donc organisés sur la base de la taille avec le C40, ils peuvent l'être sur d'autres formes de solidarité européenne. Il y a des réseaux européens très, très actifs, je pense, dans ce domaine, Energy Cities par exemple. Il y a aussi des réseaux de solidarité, l'Association internationale des maires francophones par exemple, qui regroupe des villes du nord et du sud francophones, mais donc beaucoup de villes du continent africain avec lesquelles nous échangeons sur les moyens, d'une part peut-être de leur donner des possibilités d'aide financière pour s'équiper de réseaux urbains. Nous, on est en train d'affronter ces problèmes, mais à l'échelle des villes africaines notamment, ils sont multipliés par 10. Une ville comme Abidjan, où s'est tenue la première
COP des villes. Nous avons voulu justement donner un statut à ce dialogue. Voit sa population augmenter très rapidement sans qu'il y ait de réseau d'assainissement, de routes qui soient prévus en parallèle. Et donc il y a des quartiers qui vraiment sortent de terre sans avoir qu'on ait pu planifier cette croissance et donc sans avoir les infrastructures nécessaires. Ça suppose des investissements considérables et là il y a un facteur, je pense, de solidarité qui est important pour que les villes les plus riches, les villes du Nord le plus souvent, puissent elles aussi apporter leur contribution à cette forme de justice climatique que réclament les pays les plus pauvres et qui sont aussi les pays les plus frappés par la crise climatique. Oui, par rapport à cette question-là, c'est vrai que là, on retrouve encore le côté systémique qui est un peu terrible, hein, qui est qu'en plus, les pays les plus pauvres sont touchés par les effets de quelque chose qu'ils n'ont pas eux-mêmes entraîné. C'est eux qui émettent le moins de gaz à effet de serre et c'est eux qui subissent de plein fouet, plus que nous, effectivement, les conséquences de ces émissions. Mais par rapport à votre question, effectivement, et la façon dont répondait François, il y a deux choses que je pourrais mentionner. D'une part, je ne sais pas si Paris est un exemple, mais ce qui est certain, c'est qu'en matière d'aménagement et d'urbanisme, il y a toujours une forte circulation de modèles et d'idées. Il y a des grands circuits de circulation d'idées, de modèles en termes de comment on aménage une ville, comment on fait la ville. Et là, effectivement, alors je ne sais pas exactement de qui Paris s'inspire ou qui Paris inspire ou en ce moment comment ça fonctionne, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il y a des circulations d'idées qui font que ce qui se fait ici va certainement irriguer d'autres municipalités et vice-versa, qu'on s'inspire certainement de ce qui se fait ailleurs pour trouver des solutions. Donc ça, c'est évident, et que Paris a un capital symbolique, on va dire, au niveau mondial, qui fait que c'est une ville qui est scrutée avec attention. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, je comprends très bien qu'on puisse regretter que les villes n'aient pas plus de poids. Après, la difficulté, effectivement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les solutions, elles se font aussi au niveau national, voire au niveau, par exemple, en termes de réglementation européen, qui fait que malheureusement, à un moment, les villes vont certainement se heurtent certainement à tout un tas de règles qu'elles ne peuvent pas défaire toutes seules. Oui, donc, ça c'est voilà. Vraiment je crois qu'on est dans le nœud du sujet, voilà. sur la pollution atmosphérique, pardon, bien sûr, sur ce point-là, mais je pense que c'est vraiment, là on touche à toute la difficulté de cette articulation pour trouver le bon niveau. On parlait de pollution atmosphérique, il y a l'exemple de la directive européenne sur les normes de pollution automobile. On est dans la négociation, et là vraiment dans le sprint final de la négociation pour fixer la norme Euro 7, qui donnera les critères que devront respecter les constructeurs automobiles après le scandale du Dieselgate, et des constructeurs notamment allemands, mais pas seulement, français aussi, qui avaient triché sur les normes. Et on voit bien que la tentation, avec des lobbies, en l'occurrence automobiles particulièrement puissants, et au dernier moment de reculer devant une norme qui serait peut-être un petit peu contraignante pour des industries qui sont par ailleurs très contributrices en emploi. Et là, c'est quand même peut-être les villes qui peuvent dire « Attention, nous, on va subir directement les conséquences de l'erreur que vous êtes en train de commettre en n'étant pas assez ambitieux. » Et là, on a un dialogue avec la Commission européenne qui est... de lobby aussi, de lobby de ville, en fait. Et, oui, sur c'est ça, pour faire face à d'autres lobbies. Et peut-être que les villes, en tout cas, me semble-t-il, portent au moins autant que d'autres l'intérêt collectif, peut-être plus dans ce cas-là, mais toute la difficulté va être de bien placer le curseur. Nous, on plaide évidemment pour qu'il le soit de façon la plus ambitieuse possible, notamment pour faire face à cet enjeu climatique. Les villes sont probablement un bon niveau pour la régulation. La question des ZFE montre exactement ce genre de problème. Il y a la capacité d'agir, mais agir, ça a aussi des effets, notamment sociaux et politiques, qui sont compliqués. Alors, on pourrait continuer très longtemps cette discussion qui est passionnante. Je vais devoir l'arrêter pour nos spectateurs. Moi, j'en retiens, mais c'est qu'une partie de ce que j'ai noté en vous écoutant, que les villes sont des systèmes complexes, que si on veut des effets majeurs sur ces systèmes, il faut faire du forçage. On peut profiter de fenêtres d'opportunité, mais il faut qu'une solution alternative ait déjà été prévue par les décideurs politiques.
Ça pose évidemment la question de comment sont prises ces décisions et est-ce que c'est de manière démocratique. Donc ça nous amène à toute une question sur la préparation démocratique en fait, des solutions qui pourraient être mises en place lors des fenêtres d'opportunité. C'est peut-être le sujet d'une autre série, on verra. En tout cas, pour le moment, qu'est-ce qui est prévu la prochaine fois, Séverine? Alors, eh bien, la prochaine fois, donc la prochaine séance qui aura lieu au mois de juin, et qui sera ouverte au public et qui aura lieu ici à l'IEA, portera sur la question de l'alimentation, c'est-à-dire comment envisager l'alimentation de façon durable. Voilà, donc effectivement, ça pourrait être aussi un prolongement aux échanges que nous avons eus aujourd'hui, hein, qu'il s'agisse de pollution, d'environnement, mais aussi de JO, parce qu'il va falloir nourrir tous ces gens pendant les JO et donc et transporter des choses. Donc comment cela va se poser. Donc je remercie notre intervenante et notre intervenant du jour, Stéphanie Vermersch et François Croquette, vraiment pour ces échanges tout à fait féconds et passionnants. Et je vous renvoie, pour celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, pardon, je vous renvoie au site agirentempsdecrise.fr, sur lequel vous retrouverez à la fois la diffusion de cette séance et des séances précédentes, mais sur lequel vous pourrez aussi trouver des matériaux complémentaires à l'appui des séances qui nous sont fournis par nos intervenantes et nos intervenants. Voilà. Merci encore François Croquette et Stéphanie Vermersch pour cette séance tout à fait passionnante. Merci à vous. Merci. Merci.